Bonsoir tout le monde. Alors, aujourd'hui, c'est la dernière séance du séminaire de cette année avant la coupure des grandes vacances. On espère que pour septembre, le séminaire pourra reprendre en mixte, c'est-à-dire en présence et aussi par Internet. C'est-à-dire que jusqu'à la pandémie, il y avait toujours les séminaires aussi sur YouTube après. Là, ce qu'on pense faire, c'est de faire un mixte, c'est-à-dire que le séminaire restera sur YouTube après toujours, mais les séances du séminaire seront donc en mixte. On aura un local qu'il faut définir si est-ce que c'est le même de toujours rue Voltaire ou si c'est un autre. Bon, ça on verra, on vous dira. Ça dépend de la possibilité qu'on aura ou pas de se réunir en septembre, mais en tous les cas, voilà. Alors, comme je l'avais dit la dernière fois, j'avais annoncé l'année prochaine, le séminaire sera centré, puisque nous avons avancé pendant longtemps sur penser et connaître et agir, penser et agir dans la complexité. Et l'année prochaine, le séminaire sera centré sur la question de l'agir. Sera centré sur la question de l'agir social, l'agir politique, l'agir à tout niveau. Et alors, ce séminaire aura comme particularité qu'il accompagnera une expérience que le collectif Malgré tout a lancée en Amérique du Sud et une petite expérience aussi en France dans une cité, dans une ville, pardon, dans une ville de la banlieue parisienne. Alors, ce sont des expériences en Uruguay, en Argentine, au Brésil, qui vont accompagner le travail théorico-pratique autour de la question du contre-pouvoir, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça sera autour des expériences de contre-pouvoir. Après, je vais expliquer un tout petit peu quels seront les axes principaux, non? Principaux. Il y a plusieurs, quoi. Et alors, donc, voilà. Là, je voulais aujourd'hui donc faire un tout petit peu une petite synthèse, non, de ce qu'on a vu jusqu'à la dernière fois, tout courte, pour après faire les liens, passer à la question du contre-pouvoir, la question classiquement appelée politique. Nous, je ne sais pas si on l'appellerait politique pour un tas de raisons, mais bon, disons de l'agir social, n'est-ce pas? Alors, et après, on voudrait laisser un temps aussi aux interventions des unes et des autres pour voir aussi, je ne sais pas, des remarques, des demandes, des trucs que vous voulez pour l'année prochaine ou des questions que vous avez. Et dans tous les cas, ça sera en septembre qu'on va être en condition d'annoncer quels sont les axes théoriques et pratiques qui vont accompagner donc les séminaires, que ce soit dans cette ville de la banlieue parisienne, comme quelques endroits en Amérique du Sud. Alors, voilà. Au fait, nous avons arrivé dans notre travail quand même jusqu'au point qu'on occupait une bonne partie des 2 dernières séances du séminaire dans la déconstruction du modèle de la modernité, n'est-ce pas? C'est-à-dire la déconstruction de ce que Foucault appelle l'époque de l'homme. Alors, une petite précision, effectivement, après toi tu vas revenir là-dessus, non? Une petite précision, c'est ce qu'on appelle l'homme, parce qu'effectivement, si les séminaires de l'année prochaine sera autour de ce qu'on appelle les nouvelles figures de l'agir, pour ne pas parler des sujets, parce que sujet reste, de notre point de vue, mais on va le développer, trop connoté dans les catégories de la modernité, c'est-à-dire sujet, objet, vous voyez, ça reste un peu dans la bipolarité, justement, de la modernité. C'est pour ça que notre dernier bouquin avec Bastien, on l'appelait
les nouvelles figures de l'agir, pour dire, bon, mais qu'est-ce qui agit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui agit? C'est quoi un agir, etc. Alors, effectivement, pour arriver à ce qui agit, un point nous semble important, c'est que si nous hésitons et nous préférons ne pas parler des politiques dans le sens classique, n'est-ce pas? C'est parce que, effectivement, cette nouvelle figure de l'agir, dans lesquelles, comme dans l'autre livre qu'on a fait avec Bastien et qui reprend donc des passages des 2 dernières années de séminaire, on parle souvent de ce qu'on avait nommé le retour de l'exil, c'est-à-dire que la fin du dispositif de la modernité était celui dans lequel l'espèce humaine, ce qu'on appelait l'homme, l'être humain, l'humanité, bon, peu importe, se rend compte, non, arrive à ce point dans lequel se rend compte que cette bipolarité radicale qui est culture, nature, humain, nature, etc., que cette bipolarité dans laquelle l'homme, ce qu'on appelait l'homme dans les dispositifs, effectivement, non, l'homme s'est exilé de l'ensemble de la nature pour la maîtriser, la dominer, devenir maître et possesseur de la nature, comme voulait Don René. Et effectivement, au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, les 50 dernières années, 60 dernières années, il s'opère cette sorte de connaissance, certains diraient prise de conscience, mais plutôt je dirais une expérience. Cette expérience à travers laquelle on se rend compte dans tout ce qu'on étudie autour de l'Anthropocène, par exemple, tous les travaux d'écologie, etc., et aussi en épistémologie, on se rend compte que, à vrai dire, cette figure que c'était extrait de l'ensemble de la nature pour mieux la posséder, la dominer, la maîtriser, etc., qu'elle n'était jamais partie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous ne sommes jamais partis en tant qu'espèce, en tant que vivants, nous ne sommes jamais partis de cet ensemble-là, mais que l'effet de avoir pensé, s'être pensé comme extérieur, comme sujet d'un monde d'objets, a eu des conséquences terribles et des conséquences très importantes. Les conséquences de cette longue période ne sont pas évaluables. Simplement, c'est vrai que nous ne pouvons pas ne pas voir aujourd'hui que cette extraction était imaginaire, cet exil était imaginaire. En revanche, ce retour dans lequel aujourd'hui l'humain essaye de se penser comme un élément de l'ensemble et non pas comme un sujet, eh bien, c'est un retour qui exige donc de définir de nouvelles formes d'agir. Qu'est-ce qui agit? Si ce n'est plus l'être humain, l'homme en tant que sujet par rapport au mon objet, mais qu'est-ce qui agit? Qu'est-ce qui agit? C'est quoi un agir? Vous comprenez? Alors donc, de ce point de vue-là, effectivement, nous, on dirait, c'est pas la figure de l'homme. Alors, l'homme est un dispositif. L'homme, c'est pas l'être humain ou l'espèce humaine et encore moins le mal de l'espèce humaine. L'homme est un dispositif. C'est le dispositif de la séparation elle-même. Vous comprenez? C'est-à-dire que le dispositif de la modernité, c'est celui dans lequel il y a un sujet qui, avec sa conscience, son extériorité par rapport au système, est sujet d'un monde d'objets, etc. Cet ensemble de dispositifs qui inclut donc l'être humain, cet ensemble de dispositifs s'appelle homme. C'est l'époque de l'homme. L'époque de l'homme. Alors donc, effectivement, nous ne pensons pas qu'aujourd'hui nous puissions penser le retour de l'exil, c'est-à-dire penser les nouveaux agencements, penser ce qu'Augustin Berg appellerait l'écoumène, c'est-à-dire comment l'écoumène, comment cet ensemble agit, tout en gardant la figure de l'homme, c'est-à-dire ce n'est pas à l'être humain de la modernité, vous comprenez, qui agit d'après la conscience et que c'est un sujet, c'est pas à cette même figure de déterminer comment va se réagencer les nouvelles figures. Vous comprenez? Or, ça, c'est quelque chose, c'est un résidu, un archaïsme, mais aussi quelque chose qui leste énormément les nouvelles modes d'agir, les nouvelles modes d'engagement, etc. Parce que
dans l'écologie politique, dans toutes les considérations par rapport à l'environnement, en général, et même quand les hommes politiques de gauche et quelques-uns de droite essayent de reprendre un tout petit peu les sujets de l'écologie, ils les reprennent tous d'après le dispositif de la modernité. Vous comprenez? C'est-à-dire que tous, ils disent, bon, l'homme doit nouer de nouvelles formes d'alliances avec l'environnement. L'homme doit respecter, ou l'humain dit, ou qu'est-ce que vous voulez, Robert, ils disent, doit respecter l'environnement, avoir une nouvelle alliance avec l'environnement. Or, quand nous disons ça, nous restons effectivement piégés dans l'ancien dispositif dans lequel encore l'homme sujet, d'accord, un homme sujet qui aura reçu quelques gifles avec des blessures narcissiques, etc., mais l'homme sujet aurait à décider consciemment quelle place va occuper dans le nouveau dispositif. Vous comprenez? Donc, pour nous, effectivement, la question des nouvelles figures de l'agir est une question très, très complexe, parce qu'effectivement, si on reprend les slogans, ne serait-ce que les slogans de la ZAD, quand il dit « nous ne défendons pas la nature, nous faisons partie de la nature en train de se défendre », l'image, elle est belle. Il y a une certaine pratique qui correspond à ça, mais nous ne pouvons pas rester juste à cette image-là. Parce que la vérité, c'est que c'est une complexité énorme. Ça veut dire quoi? Faire partie de la nature en train de se défendre, vous comprenez? C'est-à-dire que comme une vision un peu romantique, comme une vision d'une intentionnalité, c'est absolument compréhensible et nous ne pouvons que partager ça. Mais le boulot reste à faire quelque part. Le boulot reste à faire dans le sens de dire, et comment ça se fait? Comment on fait les humains? Quel est le rapport entre la pensée symbolique et les corps? Comment on fait? Comment on peut imaginer un dispositif qui inclut l'humain donc un non-agir, parce que ça serait l'idée même du non-agir, n'est-ce pas? Comment on inclut l'humain dans une conception, un dispositif du non-agir qui permette l'action? Vous voyez? C'est que Vonia avait développé une fois dans les séminaires, c'est-à-dire c'est non-agir qui permet l'action, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le non-agir veut dire ne plus prétendre agir en tant que sujet par rapport à un monde d'objets. C'est non-agir qui permet l'action. Mais alors, jusque-là, tout va bien. Mais ça ressemble à quoi, ça? N'est-ce pas? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Un non-agir qui permet l'action d'un ensemble qui nous inclut. Vous comprenez? Un ensemble qui nous inclut, dans lequel nous renonçons à cette illusion assez délétère, très puissante, mais délétère, n'est-ce pas, d'être le sujet extérieur du dispositif, pour participer à une action qui nous inclut. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est ça la question du contre-pouvoir tel comme nous la comprenons. C'est un des axes du contre-pouvoir central qu'on compte développer l'année prochaine. Mais on voulait tout de suite, dans tous les cas, dire qu'une des pistes de recherche théorique et pratique, n'est-ce pas, passe de ce côté-là, passe du côté, c'est que pour nous, il ne s'agit certainement pas de déterminer comme, vous voyez, c'est-à-dire la tolérance et l'apanage du maître, vous voyez, c'est-à-dire les maîtres tolèrent. Il ne s'agit absolument pas que nous devenions des maîtres tolérants envers les petits écureuils et les arbres, vous comprenez? Il s'agit vraiment d'une radicalité hyper complexe dans laquelle, effectivement, on peut expérimenter cette inclusion à un ensemble qui, par le non-agir du sujet humain, permet une action d'un ensemble. Bon, ça c'est un sacré programme. Et je voulais juste donc aujourd'hui commencer par rappeler les quelques axes de le dernier point qu'on avait traité, donc je disais dans le dernier séminaire. C'est vrai qu'il s'avère qu'il y a quelques jours, il y a une semaine, on m'a demandé de participer en Italie dans un congrès de philosophie qui tournait autour de la question justement de la bipolarité. Et alors, tout le monde parlait, les intervenants, la plupart des intervenants abordaient la question de la bipolarité, vous voyez,
l'aborder par rapport à la question de la sexualité. Vous voyez, c'est-à-dire, on ne pense plus en termes d'hommes et femmes, tout ce qui est au milieu, je ne sais pas quoi. Et j'étais très surpris, vraiment, j'étais très surpris d'un colloque des chercheurs, des philosophes, qui abordaient la question de la bipolarité, de l'abandon de la bipolarité, en se basant, en partant et en arrivant sur la question du genre et de la bipolarité homme-femme. J'étais très surpris parce que, à vrai dire, le questionnement de la bipolarité est historiquement le sujet que nous avons travaillé depuis des années, qui commence avec la grande crise épistémologique de 1900, la crise des sciences, la crise des arts, etc., et dans laquelle, effectivement, la séparation sujet-objet cartésienne, n'est-ce pas, bah, elle est mise en cause. C'est pour ça que j'étais très surpris de voir que tout à coup, la question du genre apparaissait comme si on venait de découvrir, que la bipolarité de la modernité était épuisée, que ne correspondait plus, ne répondait plus à une analyse de la réalité qui nous permet d'agir, par exemple. Alors j'étais très surpris parce que effectivement, je me dis, mais quand même, la question de la bipolarité, la question de nature-culture, par exemple, la merde, quand même, c'est une sacrée bipolarité, c'est-à-dire l'idée de que la culture, elle est absolument séparée de la nature. Or, quelqu'un comme Descola, ce n'est pas depuis hier qu'il travaille dans la critique de cette bipolarité-là, n'est-ce pas? Il est vrai que la bipolarité aussi passe par toutes les bipolarités qui va fixer Descartes. C'est très drôle parce que Descartes, dans le discours de la méthode, il fait toute une liste de bipolarités, des séparations très nettes, n'est-ce pas, entre l'homme conscient, l'homme saoul, l'homme malade, l'homme vieillissant. C'est-à-dire qu'il procède à toute une décantation pour arriver à ce qu'il va nommer l'homme, qui est, bon voilà, ce personnage conscient, pas trop soumis ni à la maladie, ni à des addictions, ni à des faiblesses, ni à la vieillesse, etc., pour déterminer ce qu'il va nommer homme, qui est cette sorte d'âme ou conscience déterritorialisée, non, qui est émancipée de toute contrainte, telle l'âme de Buridan, n'est-ce pas, qui est émancipé de toute contrainte, pourrait choisir à droite ou à gauche quelle botte de foin va manger, n'est-ce pas? Alors, la bipolarité me semble quand même quelque chose de fondant, la critique de la bipolarité, quelque chose de fondant de notre époque, de notre époque post-crise de 1900, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, alors, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que tout à coup, la question des genres apparaît comme une sorte de nouveauté totale, non? Eh bien, la question du genre apparaît comme une question de nouveauté totale parce qu'effectivement, il faut bien comprendre que ça, à partir de 1900 jusqu'à l'an 2000, mettons, ou même 2020, n'est-ce pas? Pour dire maintenant 2021, ça a pris 120 années pour qu'une crise de fondement scientifique, épistémologique, artistique arrive au sens commun. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il arrive à l'expérience commune. Donc, ce qui aujourd'hui apparaît comme la critique à la bipolarité qui apparaît comme centrale des genres, eh bien, a comme événement historique réel, donc, et à prendre très en compte, a comme événement historique la caractéristique, la singularité d'être le moment où finalement, dans le quotidien, dans le vécu quotidien des hommes et des femmes de nos contemporains, la déconstruction de la bipolarité qui a duré 120 ans arrive à notre quotidien. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand tout à coup, un jeune homme, un jeune garçon, une jeune fille dit « mais je ne suis pas une fille, je ne suis pas un garçon, je ne suis pas non plus une fille ou garçon, je suis quelque chose d'autre ». Eh bien, c'est quelque chose d'autre qui déboussole pas mal les gens, n'est-ce pas?
eh bien, c'est quelque chose d'autre. Et les modes, finalement, dans l'essence commun, dans l'expérience du commun, de la déconstruction qui, donc, s'opère depuis 120 ans, de la bipolarité. Il suffit de penser, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé dans les arts, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé dans les arts quand tout à coup, on déconstruit les formes. Et pas seulement on déconstruit les formes avec le cubisme, le dadaïsme, le surréalisme, pas seulement on déconstruit les formes, mais même on dit, mais pourquoi une œuvre d'art devrait être les beaux-arts? Pourquoi? Pourquoi ça devrait être très beau, n'est-ce pas? Ou quand tout à coup, Isadora Duncan et la danse contemporaine commence, et dit, mais pourquoi les archétypes des danses, n'est-ce pas, les archétypes de la danse pour l'arc des signes, etc., pourquoi ces archétypes-là seraient la danse? Et c'est le questionnement qui se font Isadora Duncan et d'autres, non? Mais ce qu'il y a qu'Isadora Duncan, avec son côté tellement puissant, l'a théorisé aussi, quand il dit, mais pourquoi, quand je prends un café, pourquoi est-ce que ce ne serait pas ça un pas, un geste de danse? Vous comprenez? Donc, on va déconstruire cette bipolarité entre les mouvements du quotidien et les mouvements qui vont être nommés artistiques. On va déconstruire aussi l'idée de qu'une œuvre d'art devait reproduire, refléter, imaginer, peu importe, non, mais des formes concrètes, n'est-ce pas? Non, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que cette forme-ci ou cette forme-là, n'est-ce pas? Ou jusqu'à arriver du jardin, n'est-ce pas, avec la fameuse pissotière, etc., dans lesquelles on dit, mais et pourquoi? Pourquoi ça, c'est une œuvre d'art ou pas? Vous comprenez? Alors, c'est vrai que, bon, en général, on parle, oui, Christian? Tu as dit du jardin, c'est du champ. Du champ, pardon. Mais pourquoi du jardin et pas du champ? Non, du champ, pardon. Merci, Christian. L'avantage que Christian soit là, c'est que quand même, il corrige mes fautes. Et, alors, effectivement, quand il dit, voilà, Duchamp dit, pourquoi est-ce que cette pissotière renversée ne serait pas une œuvre d'art? Est-ce que l'œuvre d'art, ce n'est pas ce qui fait l'artiste, n'est-ce pas? Donc, il va abolir la frontière sujet-objet. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait un objet construit par un sujet. Tout à coup, il y a une confusion là, une mise en cause. Ce dont on parle, c'est là où je voulais faire un petit passage là-dessus. Ce dont on a parlé et qu'on continue à parler, c'est effectivement la fameuse grande axe des constructions de 1900 en 1905 avec l'article sur les photons d'Einstein, n'est-ce pas? Quand tout à coup, on va déconstruire la polarité matière-énergie, vous comprenez, avec la relativité restreinte. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est pour dire qu'effectivement, en 1905, très peu de gens ont senti que le monde partait en couille parce qu'il y avait quelqu'un qui avait pensé la relativité restreinte en mettant en cause la bipolarité radicale, la frontière radicale entre matière et énergie, n'est-ce pas? Les gens sont continués à vivre leur vie. Bien, ces 120 années, cet arc de 120 ans, effectivement, c'est l'arc et le temps d'élaboration à travers lesquels la mise en cause des formes, de la bipolarité, etc., en art, en sciences, même en psychologie, avec les travaux de Freud, n'est-ce pas? C'est-à-dire que cette bipolarité, elle est cassée dans des cercles restreints dont tout le monde s'en fout dans leur vie quotidienne. Et aujourd'hui, on peut dire que la question du genre, la question du genre est les moments d'arrivée de cette déconstruction de la structure moderne bipolaire qu'on appelle l'époque de l'homme, n'est-ce pas? Et que l'homme, en tant qu'humain, est inclus. Hein? Eh bien, c'est l'arrivée en tant qu'expérience de cette déconstruction de la bipolarité. Nous, à vrai dire, cette bipolarité, nous l'avons questionnée depuis, je ne sais pas, au moins 35-40 années dans les travaux théoriques du collectif, n'est-ce pas? Quand on a travaillé sur les mythes de l'individu, quand on a travaillé sur les sens communs, il y a longtemps, avant maintenant. Pourquoi? Parce que nous, on ne dit pas, il y a le sens commun et la pensée critique, n'est-ce pas? On dit non.
justement, sens commun et pensée critique est séparé par le pouvoir. Hein, c'est le pouvoir qui dit il y a une pensée officielle qui est scientifique ou qui est la bonne théorie et les sens communs, etc., qui ne sait rien. Nous, toujours, on a travaillé dans la mise en avant de cette non-polarité de la pensée critique et le sens commun. Nous avons travaillé aussi sur la mise en cause de la bipolarité vivant-non-vivant. Hein, dans la singularité du vivant, avec Bastien, on a travaillé dans la mise en cause de ça. Pourquoi? Parce que ce que nous nommons les champs biologiques, ce qui est compliqué souvent, c'est compliqué d'expliquer, c'est compliqué de comprendre. Ce que nous nommons les champs biologiques, effectivement, ces champs biologiques et justement ces champs dans lesquels on n'est plus dans une division entre l'inerte et le vivant, n'est-ce pas? C'est un champ dans lequel, effectivement, ceci fonctionne dans des relations qui déterminent ces champs-là, dans des relations où, effectivement, l'agir du vivant est marqué par l'appartenance au champ biologique. Alors, effectivement, cette mise en cause de la bipolarité, pour nous aussi, était dans le bouquin qu'on a fait aussi avec Bastien, Fonctionner ou exister. Dans Fonctionner ou exister, je me souviens quand on avait fait la présentation à la Maison de l'Amérique latine, il y a quelqu'un qui a dit, je ne vais pas la nommer, hein, une philosophe très connue, une jeune philosophe très connue, elle a dit qu'elle n'était pas du tout d'accord avec les titres. Et donc, je dis, bon, mais écoutez, mais derrière, il y avait quand même 170 pages, 180 pages ou 200 pages, et parce qu'elle n'était pas d'accord avec les titres, elle disait, on ne peut pas choisir entre fonctionner et exister. Or, justement, c'était les titres. Après, il y avait 200 pages pour expliquer qu'on ne pouvait pas choisir fonctionner ou exister, n'est-ce pas? Et pour s'attaquer à cette bipolarité-là. Alors, cette bipolarité-là, elle est aussi attaquée aujourd'hui. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est drôle comment ce qui se joue dans les sens communs réveille des passions, mais des passions, vous voyez, c'est-à-dire quand quelqu'un dit il y a l'appartenance sexuelle subjective, alors Robert, avec sa barbe, dit appelez-moi mademoiselle aujourd'hui. Waouh! Tout le monde dit mais oh là 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 là, de quoi on parle? En revanche, celui qui est, je cite, et auquel je rends hommage en permanence, qui est mon ami Stefano Mancuso, quand lui, il rend porose, il rend perméable la frontière taxinomique entre l'animal et le végétal, je n'ai jamais vu quelqu'un qui se chauffe beaucoup la tête, qui se fâche beaucoup. Quelques véganes quand même. Quelques véganes. Mais bon, déjà les véganes. Et alors donc, effectivement, vous voyez, c'est-à-dire que cette mise en cause de la bipolarité est les sols, pour dire comme ça, sur lesquels se fonde notre époque. Il n'y a aucun mystère, non, à que cette mise en cause de la bipolarité arrive aussi à la question de l'identité sexuelle. Vous imaginez qu'en nous, il y a maintenant 45 ans, on mettait en cause la taxinomie, folie, sagesse dans l'antipsychiatrie. Mais pareil, vous voyez, c'est-à-dire, ça n'a pas chauffé les esprits, pas plus que ça. Pourquoi? Parce que encore, c'était cet arc comme ça, cet arc que de 1900 va jusqu'à aujourd'hui. Sauf que quand cet arc-là arrive au sens commun, provoque un vécu des chaos. Qui est le vécu des chaos qui décrit Bertolt Brecht dans son Galilée, quand le petit moine dit à Galilée, mais on ne sait plus où est le haut, où est le bas. Le Galilée Bertolt Brecht est très bien, mais il faut aussi lire Galilée lui-même dans le dialogue entre deux mondes, parce que dans son dialogue entre deux mondes, Galilée expose c'est à quoi il s'attaque. Il est en train de déconstruire un dispositif monde concret, pas un paradigme dans le sens de Kuhn. Le paradigme est inclus dans le dispositif monde. On est en train de déconstruire un dispositif monde. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle le monde a une historicité, un développement, un avant et un après.
Et il y a un changement, il y a des changements objectifs dont la pensée, les taxonomies, les classifications courent derrière, comme quelqu'un qui n'est pas très en forme et qui essaye de rattraper les bus, il court derrière, mais les changements sont dans la matérialité même du monde, la matérialité même du dispositif. C'est pour ça que nous, en suivant l'intuition et le développement d'Edgar Morin, nous disons la complexité, elle est ontologique. C'est-à-dire la complexité est ontologique. Elle fait référence à des changements objectifs dans notre monde. Ces changements objectifs dans notre monde font, et là j'accroche avec la continuation pour l'année prochaine, eh bien, ces changements objectifs du monde font que nous ne pouvons pas dire, bon, et alors l'homme, non, ou le sujet humain, comment doit agir dans ce nouveau monde, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner. On ne peut pas dire comment les sujets humains doivent agir dans le nouveau monde. C'est un tout petit peu comme si, en reprenant la grande catégorisation de Foucault, non? Qu'après, lui, il va la développer de façon beaucoup plus fine, bien entendu, mais à un moment donné, il fait cette grande catégorisation dans laquelle il dit que le monde de l'homme, c'est lui qui a succédé au monde des dieux. Bon, le monde de Dieu veut dire le monde dans lequel des divinités diverses et variées étaient les sujets, et l'humain faisait partie de l'objet maîtrisé et possédé par les divinités. Eh bien, c'est comme si dans ces énormes changements qui commencent à s'opérer autour de l'an 1000, ces énormes changements, pour aboutir à la Renaissance, eh bien, c'est comme si dans cet énorme changement qui va fonder la modernité, l'homme de l'humanisme, cet homme cartésien, les sujets, etc., la bipolarité, c'est comme si dans ces mondes-là, on disait, oui, mais comment Dieu va agir? Eh bien, c'est la réponse qui donne la place à Napoléon, non? Que Napoléon lui demande, et Dieu dans tout ça, maître, et lui dit, je n'ai pas besoin de cette variable-là, de cette hypothèse-là, je ne me souviens pas parce que j'étais trop petit quand Laplace l'a dit. Mais dans tous les cas, vous comprenez, c'est-à-dire qu'il y a un anachronisme qui nous conduit à l'impuissance de cette idée de qu'on va garder. Alors, il y a eu des tentatives, Teilhard de Chardin, par exemple, est une tentative de garder l'ancien sujet Dieu dans le nouveau monde, n'est-ce pas, dans son interprétation ou réinterprétation théiste de Darwin. Mais de notre point de vue, cette déconstruction de la bipolarité, que comme je vous dis, elle est énorme, hein, que là on ne fait que citer quelques jalons, hein. Dans la déconstruction de cette bipolarité, si nous nous posons la question, pour reprendre des termes qu'on a jargonnés dans notre séminaire à plusieurs reprises, qui répond à l'appel, hein, pour reprendre l'idée de Nietzsche, que penser ou, nous dirons, agir, ce n'est pas penser ou faire n'importe quoi, c'est penser et agir par rapport aux défis situationnels du monde, n'est-ce pas? Les réponses à l'appel, hein, que nous avons des dizaines de fois exemplarisé avec la chute de Camus. L'appel, il y a quelque chose qui te convoque. Il y a un avant et un après. Tu ne peux pas être les mêmes avant ou après l'appel. Que tu l'as entendu, que tu as réagi, que tu n'as pas agi, que tu as suspendu l'agir. Bon, il y a un appel qui marque un avant et un après. OK. Et alors la question c'est, mais quoi? Quoi répond à cet appel? Vous comprenez? Parce que les appels, il y en a des appels. Les appels, c'est l'extension massive. Les appels, c'est le développement de l'injustice. Les appels, c'est, je ne sais rien, c'est-à-dire une violence énorme, etc. Mais effectivement, la question, c'est, mais quoi répond à cet appel? Et à cette question-là, il faut faire très attention de ne pas commettre l'anachronisme que l'écologie politique et certains partis de gauche, etc., commettent, de dire, alors donc nous, en tant qu'êtres humains, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que
si nous pensons, si nous essayons de penser et expérimenter, si possible, vraiment la critique théorique et pratique de la bipolarité, pensez-le dans les termes de la critique de la théorie du genre à la bipolarité. Vous ne pourrez pas dire, moi en tant qu'homme, comment j'agis une fois que je me désidentifie de mon identité homme. Vous comprenez? Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, tu es dans un devenir autre qui ne reste pas caractérisé, identifié par ton identité antérieure. Vous comprenez? Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose, même que personne ne veut le voir. Mais alors là, vraiment, là, c'est l'absence totale. C'est la même chose par rapport à l'époque. C'est-à-dire, qu'est-ce qui agit? Et alors, la question, effectivement, c'est si j'accepte, si j'essaie d'assumer, d'expérimenter, de comprendre cette déconstruction de la bipolarité dans laquelle je ne suis plus un sujet, hein, eh bien, effectivement, ça exige aussi une autre vision de notre expérience en tant que vivant, une expérience d'une multiplicité agencée avec d'autres multiplicités. Un des points et une des pistes que nous avons développées avec Bastien, c'est effectivement ce qu'on a essayé de présenter à plusieurs reprises, 2 ou 3 fois dans les séminaires, qui est ce qu'on appelait par exemple la surface de la perception commune, hein, c'est-à-dire comment existent les liens, comment les liens est donné, comment les liens est donné. J'ai lisé aujourd'hui le livre d'un phénoménologue français qui disait notre problème, c'est de comprendre comment nous sommes liés. Comment nous sommes liés. Alors, le phénoménologue, il dit, c'est Théo qui m'a obligé de lire le bouquin. Alors, le phénoménologue en question dit, il est clair que nous sommes liés, il est clair qu'il faut abandonner la bipolarité. Mais comment sommes-nous liés? Et alors, il fait un pas en arrière énorme et il dit, c'est ma conscience qui me dit que je suis lié. Et non pas l'expérience, vous comprenez, non pas l'expérience de mon vécu. Et notre question, c'est ça. C'est la question qu'on va développer l'année prochaine. Et c'est là où on est arrivé pendant ces 2 dernières années, n'est-ce pas? À cette déconstruction de la bipolarité qui dit, bah, effectivement, donc, si cette identité-là correspond à une taxinomie d'un autre dispositif, bah, dans les nouveaux dispositifs, nous devons essayer d'expérimenter autre chose. L'expérimentation de cette autre chose, aujourd'hui, elle n'est vécue que comme chaos, menace, ou délire de toute puissance, n'est-ce pas, de dire donc tout est possible, non? Alors, effectivement, les époques des tempêtes et des grands changements des dispositifs, c'est pour ça que j'ai dit que les dispositifs déistes, pour dire comme ça, qui étaient analogistes pour l'Europe, non? Et commencent en l'an 1000, non? C'est-à-dire en l'an 1000, donc quelques siècles avant que ceci soit évident pour quiconque, ben, à l'an 1000, tout à coup, ben, comment on va vivre? Qu'est-ce qu'ils disent les chroniqueurs de l'an 1000? Duby, il a écrit ce livre-là, l'an 1000, dans lequel il parle d'un chroniqueur de l'an 1000. Effectivement, de quoi il parle? Il parle du chaos. Il parle de ce que 6 siècles plus tard, le petit moine de Galilée va dire où est le haut, où est le bas. Alors, je comprends que c'est beaucoup plus excitant et beaucoup plus amusant même de fixer la bipolarité que dans quelque chose d'un quotidien qui nous touche directement, comme l'identité sexuelle. Mais vraiment, la mise en cause, les dépassements de dispositifs monde de la bipolarité, vraiment, est quelque chose qui inclut dans son ensemble cette mise en cause de la bipolarité d'identité sexuelle, mais qui est beaucoup plus profonde. Je répète, c'est-à-dire, personne ne s'énerve jamais, malgré ce que dit Bastien, personne ne s'énerve beaucoup quand Stefano Mancuso montre que, merde, peut-être, la taxinomie qui séparait radicalement les végétales de l'animal n'est pas si évident que ça. En revanche, déjà, beaucoup de gens s'énervent beaucoup quand on dit « Ah ben merde, cette séparation radicale qu'on mettait entre l'humain et l'animal, ou
voyez, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils disent les neurosciences sinon? Qu'est-ce qu'il dit la biologie moléculaire sinon? Mais restons en neurosciences. Qu'est-ce qu'il dit les neurosciences sinon que finalement, nous sommes déterminés grosso modo avec des différences qualitatives, quantitatives, certes, mais que nous sommes déterminés par les mêmes mécanismes qui déterminent l'ensemble du vivant. Vous voyez? Alors là, déjà, il y en a beaucoup plus qui s'énervent, qui veulent défendre la singularité de l'humain en disant « Ouh là 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 là, non, il faut sauver la singularité de l'humain ». Sauf que cette singularité de l'humain a un piège de l'autre côté. Si nous voulons absolument défendre la singularité de l'humain en la extrayant des déterminations biologiques, on tombe par exemple dans le transhumanisme, de dire, oui, effectivement, on peut dépasser, on peut oublier le corps, on peut oublier la biologie. Hein. Alors, c'est un tout petit peu de ces côtés-là que nous allons continuer notre travail, sans oublier que la place qui prend le monde algorithmique dans notre époque est un symptôme majeur et aussi une pratique majeure de cette confusion parce que, par excellence, le monde algorithmique est le monde sans altérité. Hein. Tout est algorithmique, nous sommes un ensemble structuré algorithmiquement, etc., n'est-ce pas? Eh bien, justement, le monde algorithmique est je parle du monde algorithmique en tant qu'idéologie, pas des machines digitales en soi. Bien qu'il y a beaucoup d'amis qui pensent que le monde algorithmique ne peut pas avoir une autre version que la version de cette inclusion sans altérité. Mais c'est vrai que le monde algorithmique est un avatar inquiétant de cette destruction de la bipolarité parce qu'effectivement, le monde algorithmique est le monde dans lequel on dit la différence entre les vivants et la machine, elle est quantitative et pas qualitative. La différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine ou animale est quantitative et pas qualitative, n'est-ce pas? Donc, le monde algorithmique apparaît aussi comme une actualisation de cette fin de la bipolarité. Vous imaginez que pour un transhumaniste comme notre cher Laurent Alexandre, il faut le nommer de temps en temps, eh bien, l'idée de la destruction du genre, alors là, aucun problème, c'est-à-dire que pour lui, toute identité sexuelle, vous imaginez que si il dit on est en condition d'abolir la mort, c'est sûr qu'aussi il doit considérer qu'on est absolument en condition de choisir absolument librement quelle identité ou non-identité sexuelle on peut aborder, parce que cette grosse déviation de la critique de la bipolarité est la grosse déviation dans laquelle on interprète la fin du dispositif bipolaire comme l'entrée dans le monde du tout est possible et rien n'est réel. N'est-ce pas? Rien n'est réel. Toutes sont bornes et rien est limite. Et toute borne est à dépasser. Eh bien, c'est là où, effectivement, dans les nouvelles figures de l'agir, la question centrale, une des questions centrales, un autre axe central, est celui de mais comment on interprète le réel, non? Où se trouve le réel? Quel est le réel qui permet de créer de nouvelles taxonomies? Parce que toute illusion d'un monde sans taxonomie, sans limite, sans ordre, sans hiérarchie, bon, ça c'est un pur délire d'une puissance impuissante absolument et dangereuse. Donc la question c'est, mais quels sont les points de réel, les points de X-tolérance, les points d'achoppement, les points de friction, n'est-ce pas, à travers lesquels de nouvelles taxonomies, toutes autres, qui ouvriront de nouveaux possibles et espérons de nouveaux possibles et capables de répondre aux graves défis que la vie sur la planète affronte, quelles seront ces nouvelles formes, n'est-ce pas? Quelles seront ces nouvelles formes? C'est pour ça que la question de l'imaginaire est importante. C'est pour ça que la question de l'imaginaire est importante parce que c'est quelle forme, quelle image, n'est-ce pas? Alors, de ce point de vue-là, effectivement, la question de la non-altérité de la machine, notre position n'est pas non plus bipolaire. N'est pas non plus bipolaire.
Nous ne disons pas il faut aller vite fait vers une séparation sacro-sainte entre machine et vivant. Au contraire, c'est pour ça qu'avec Bastien, depuis des années, nous parlons d'une hybridation. C'est-à-dire que nous disons, nous, face aux deux grandes tendances, la tendance principale, qui est la tendance, disons, à tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, technophile, pour dire comme ça, n'est-ce pas, de dire, mais voilà, c'est le progrès, etc., on y va, que ça donne une colonisation du vivant et de la culture et de la pensée par l'algorithme. D'un côté, il y a ça, et de l'autre côté, il y a l'idée de oulala, attention, parce que les vivants, la culture est en train d'être colonisée et écrasée par la puissance de ce monde algorithmique. Chose qui est vraie, c'est vrai, on est bon qu'à constater qu'il y a un écrasement du mode d'existence du vivant jusque-là. Nous nous situons tout à fait ailleurs, ce n'est pas le juste milieu, nous nous situons tout à fait ailleurs, une fois encore, de cette bipolarité entre technophile et technophobe. Nous disons, il faut travailler dans le sens d'une hybridation dans laquelle les principes et les limites qui protègent le vivant, la pensée, la culture, n'est-ce pas? Et tout ce qui se décline, la justice, la solidarité, etc., tout ce qui peut ordonner et hiérarchiser les vivants, eh bien, à ces différents niveaux, eh bien, disons, ça sera certainement avec une bonne hybridation. Une bonne hybridation, ça ne veut pas dire un monde de la pastorale, dans lequel les lions sera avec qui? Avec l'agneau. Avec l'agneau. Et le serpent, le pauvre, mangera la poussière. Bon, voilà. Et le serpent, lui, il a perdu. Ouais. Mais alors, donc, l'idée d'une bonne hybridation, on dirait, pour reprendre l'idée de Winnicott, est suffisamment bonne, n'est-ce pas? L'hybridation sera toujours suffisamment bonne. Mais c'est vrai que même là, la critique au dispositif de la bipolarité nous semble fondamentale. N'est-ce pas? Alors, par rapport à ça, juste avant de te passer la parole, je vais te passer la parole. Bah si, normalement, ce matin, tu m'as dit, quand on promenait trop vite, tu m'as dit que tu... Et alors, donc, effectivement, par rapport à ce nouveau dispositif monde, par rapport à ces défis, par rapport à ces appels, bon, d'une part, il y a cette position qui ignore la radicalité du changement et qui, comme je disais tout à l'heure, dit, bon, mais maintenant, nous, les humains, qu'est-ce que nous, en tant que sujet, nous devons faire? Eh bien, l'autre position est une position défendue par des gens très différents apparemment, comme Pierre Rabhi, par exemple, quand, vous savez, il parle du colibri. Hein? Alors, Pierre Rabhi ou, on dit, les frères de Céline Dion, Cyril Dion, les frères de Céline Dion. Non, il n'est pas le frère de Céline Dion. Non, c'est un homonyme. Non, mais je fais le con. Oui. Et alors, donc, effectivement, Cyril Dion et en suivant Pierre Rabhi, et il parle de au moins deux choses qui nous intéressent à critiquer, n'est-ce pas? Quand on va parler de ces nouvelles figures de l'agir. D'une part, bon, c'est la fameuse figure du colibri. La figure du colibri, bon, j'imagine que tout le monde connaît, sauf Théo qui m'a dit qu'il ne connaissait pas, alors je vais expliquer pour Théo. C'est l'idée de Pierre Rabhi dans laquelle il y a un incendie d'une forêt et on voit un terrible incendie de forêt, pour le faire plus tragique, et on voit un tout petit colibri qui apporte une goutte d'eau. Et alors, quelqu'un lui demande, mais petit colibri, qu'est-ce que tu comptes faire avec cette goutte d'eau? Et alors, les colibris, qu'en plus de se prendre pour un Canadair, il savait parler, dit, eh bien, j'ai fait ma part. Bon. Alors, de notre côté, effectivement, d'un côté, disons, plus classiquement politique du collectif, eh bien, effectivement, on est tout à fait opposé à cette vision-là. On est tout à fait opposé à cette vision-là de « je fais ma part ». Dans les « je fais ma part », on voit toute une série de points que nous critiquons radicalement. Le premier, c'est de garder le jeu du sujet qui fait sa part.
n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, l'idée, ça serait plutôt, si nous pensons la réinclusion des phénomènes humains dans un ensemble, la question c'est de participer à la réponse à l'incendie, participer à la réponse. Alors, participer à la réponse, ça veut dire dans quelle mesure je participe au Canadair, vous comprenez? Ce n'est pas la question de comment on va faire des colibris grillés. La question c'est qu'est-ce qu'il faut? Vous voyez, il y a une objectivité par rapport à l'agir. Il y a une objectivité par rapport à l'agir que nous ne pouvons pas, sauf à vouloir faire plaisir aux puissants, aux militaires, aux industriels de ce monde, sauf à vouloir leur faire plaisir, nous ne pouvons pas garder cette idée de j'ai la conscience tranquille, je suis un colibri grillé, vous comprenez? La question c'est de dire, mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Vous comprenez? L'étude de l'agir doit être une étude qui doit garder l'objectivité de ce qu'on nommait à l'époque les militants chercheurs. C'est-à-dire, mais bon, ici, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, la vérité, c'est qu'il ne faut certainement pas une bande de colibris avec des gouttes d'eau. Alors après, est-ce qu'on peut ou pas fabriquer des canadaires? Ah, ça, je ne sais pas. Vous comprenez? Je ne sais pas si on peut fabriquer le canadaire, comment on fabrique le canadaire, on ne sait pas. Vous comprenez? Mais en tous les cas, un premier point, c'est s'opposer à cette subjectivité bueniste, gentilliste, qui dit bonjour à la dame, dans laquelle la militance, l'engagement par rapport aux appels, et dans ces cas-là, on parle des appels d'un point de vue de la destruction de l'écosystème, mais on peut les faire extensives à l'injustice, n'est-ce pas, à la dictature, etc., eh bien, au racisme, à l'exclusion, tout ce que vous voulez, eh bien, la réponse ne peut pas être j'ai fait n'importe quoi, mais j'ai fait ma part. Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous comprenez? C'est-à-dire, si vous voulez faire n'importe quoi, il faut rester chez soi. C'est-à-dire, ici, il ne s'agit pas d'être un gentil monsieur, une gentille dame. Ici, il s'agit, de notre point de vue objectif, d'essayer d'analyser face à X ou X problème, en essayant de comprendre les contours du problème, eh bien, qu'est-ce qu'on hypothèque qu'il faut faire? En oubliant absolument la position de est-ce que j'ai fait ma part ou je ne fais pas ma part. Moi, je me souviens qu'il y a très longtemps, dans un bouquin que j'avais écrit avec Dardo Scavino, un philosophe journaliste argentin, qui s'appelait Les nouvelles figures de la radicalité. Non, ça s'appelait La nouvelle radicalité, ça s'appelait. J'ai cité l'exemple peu exemplaire d'un avocat que j'ai connu en Argentine, un avocat qu'à l'époque de la dictature, je lui demandais, mais après la dictature, vous savez la question qui tue, non? Mais qu'est-ce que tu as fait, non? C'est la question de merde pour les survivants, parce que qu'est-ce que tu as fait, non? Et alors, je lui ai dit, bon, grosso modo, mais qu'est-ce que tu as fait? Et alors, il m'a dit, non, écoute, moi, j'étais d'accord avec une fraction de la résistance armée qui s'appelait Montoneros, ou peu importe. J'étais tout à fait d'accord avec eux. Mais comme j'ai eu une paralysie infantile quand j'étais petit, je n'ai pas pu adhérer à Montoneros. Alors je dis, pas merde, vous imaginez, c'est-à-dire une organisation armée qui était énorme, beaucoup plus grande que la nôtre, etc. Quelqu'un qui ne pouvait pas, c'est pas que nous, les combattants, on était une sorte, vous voyez, des super athlètes James Bond qu'on courait, qu'on venait, c'est-à-dire quelqu'un qui avait eu une paralysie infantile et qui ne pouvait pas courir, mais il avait au moins 200 places occupées, y compris se tirer du pays pour faire de la solidarité à l'extérieur, l'imprimerie. Il était avocat en plus, il aurait pu faire même avocat des copains, vous comprenez? Donc, cette question, c'est la question du colibri, vous comprenez? J'ai fait ma part. Alors, sa part s'est réduit à être très triste, mécontent de ce qui arrivait, plutôt que de se poser la question de dire comment en étant grosso modo ce que je suis, chose qui n'est jamais sûre, qu'est-ce qu'on est, hein, on découvre ce qu'on est en faisant. Mais comment en étant ce que je crois être, je peux adhérer à la fabrication du Canadair? Vous comprenez? Comment je peux adhérer à la fabrication de la machine de guerre, pour reprendre les mots de Deleuze, comment je peux participer à la fabrication de la machine de guerre qui me semble, c'est toujours une hypothèse, c'est toujours un pari, qui me semble être à la hauteur de la situation. Aujourd'hui, malheureusement, l'idée colibri, je n'ai jamais rencontré Roger Rabbit, ni je sais que c'est pas Roger Rabbit. Et
Alors, j'ai jamais rencontré Rabbi, je n'ai rien de personnel, c'est juste une critique par rapport à cette idée-là, n'est-ce pas? Mais cette idée est très, très répandue aujourd'hui de dire, voyez, la maison brûle, comme disaient ces grands militants de gauche, Jacques Chirac, la maison brûle et nous regardons ailleurs. Et alors, du coup, lui aussi, il a regardé ailleurs. Et alors, Christian n'est pas d'accord, il dit qu'il... Et la phrase n'est pas de Jacques Chirac, Oui. mais de Jean-Paul Deléage. Mais merde, vrai. alors, Ouais, quand j'ai Christian ouais. devant moi, là, j'ai rien de pas. Voilà. Et tout le monde a entendu, non? Oui, tout le monde a entendu ta correction? Si? Okay. Alors, donc, la maison brûle. Reprenons la phrase. La maison brûle. Alors, la maison brûle, la question c'est, est-ce que je peux arrêter de penser à je, moi, je, pour deux raisons, moi, pour deux raisons. Une, parce que c'est une couillonnade, n'est-ce pas? C'est une couillonnade de mauvaise foi. Plutôt que de dire qu'est-ce qu'il faut faire, et alors là, je m'incorpore comme je peux, mais c'est une couillonnade beaucoup plus profonde parce que justement, c'est ces mondes-là dans lesquels l'humain sévit comme un jeu individuel qui est une des causes du problème. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'idée narcissique d'être des jolis colibris grillés, eh bien, fait partie du problème. Fait partie du problème, ce n'est pas simplement une mauvaise solution ou une pas solution du tout, mais fait partie de l'incendie. Fait partie de l'incendie parce que justement, va renforcer cette expérience du vivant comme un vivant individuel qui traite les problèmes du monde de façon individuelle. J'ai fait ma part. Personne ne fait jamais sa part parce qu'il n'y a pas de part, il n'y a pas de personne dans ces cas-là. Il y a à quoi je peux m'incorporer, à quoi ça peut s'incorporer, n'est-ce pas? C'est un des sujets, justement, il faut encore pour revenir sur la question de qu'est-ce que c'est une figure de l'agir, hein? Qu'est-ce qui peut s'adonner à l'acte ou qu'est-ce qui peut agir. Bien. L'autre critique qui n'est pas simplement par rapport à Dion et Rabbi, mais que Dion et Rabbi reprennent, surtout Dion dans son livre, il dit ce qu'il nous faut, c'est un récit autre, un autre imaginaire. Il nous faut un autre récit. Alors, l'idée d'un autre récit est une idée, de notre point de vue, absolument idéaliste. C'est-à-dire, c'est comme si tout à coup on revenait à la primauté, à la centralité de la conscience. Quelqu'un va imaginer un autre récit. Or, vous comprenez, d'un point de vue matérialiste, aucun changement, aucune révolution, aucune insurrection, aucun changement des distributions des pouvoirs, de l'injustice, etc. Jamais ça s'est fait parce que quelqu'un dans son coin a pensé un récit. Vous voyez? On prend par exemple Marx, au hasard. Eh bien, Marx, il n'a pas imaginé un monde de justice qui lui plairait bien. N'est-ce pas? Il n'a pas imaginé un monde de justice qui lui plairait bien. Marx, il va prendre quelque chose que c'est son hypothèse centrale qui encore aujourd'hui a une validité totale, qui est un roc dans le réel, qui va dire ah ben merde, il y a une différence entre travail et force de travail. Ah bah c'est une révolution. Vous comprenez? C'est-à-dire le mec qui va dire il y a une différence entre travail et force de travail. Alors bien sûr, Marx était dans la bibliothèque, Engels le faisait à manger, comme vous voulez. Mais la question, c'est que le matérialisme, ce n'est pas être en train de casser des pierres ou penser. C'est être centré sur les défis objectifs de la situation en s'oubliant en tant qu'identité fermée, n'est-ce pas? Donc, participant à la multiplicité de la situation. Eh bien, quand Marx fait ces pas révolutionnaires, fondamentaux, fantastiques, la différence entre travail et force de travail. Et quand Marx fait ces pas-là, bah, lui, en tant que Karl Marx, n'existe pas en tant qu'identité. C'est pas lui, c'est un colibri qui avait une grosse goutte d'eau. C'est en se fondant, c'est ça l'acte et les gestes matérialistes, en se fondant dans la situation, participer à l'identification du roc, du réel, de ce qui constitue l'appel et le défi. Alors, de ce point de vue-là, effectivement, il y a aussi Lardon qui parle de construire un récit
un imaginaire alternatif, n'est-ce pas? Et nous, une fois encore, nous ne pouvons pas être d'accord avec cet idéalisme-là, on ne peut pas être d'accord avec cet idéalisme-là, à travers lequel on dit il faut fabriquer un imaginaire. Nous sommes absolument d'accord que sans un imaginaire, l'imaginaire, c'est ce qui permet, vous voyez, pour faire un raccourci, ça aurait la fonction de l'esthétique transcendantale chez Kant, n'est-ce pas? C'est-à-dire ces formes, ces figures pré-conscientes, pré-réflexion qu'on expérimente. C'est vrai que tant qu'il n'y a pas des formes qui nous permettent de changer notre agir, on ne change pas. C'est vrai. Dans la psychothérapie, on expérimente ça. C'est seulement quand le patient, ensemble avec son thérapeute, peuvent produire une forme alternative de la répétition névrotique qu'un changement est possible. Mais cette forme-là n'émerge absolument jamais de la pure conscience de l'analyste ou du patient. Ça n'émerge jamais. C'est pourquoi, effectivement, ni la méthode cathartique, ni la prise de conscience permettent les changements. Cette nouvelle forme émerge de l'expérimentation, l'exploration des pratiques différentes dans lesquelles le patient est déjà inclus sans en être conscient. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour qu'il y ait un changement d'un point de vue psychothérapeutique, il faut qu'effectivement l'analyste, et parmi ces changements pratiques, c'est peut-être la consultation, ça fait un changement pratique. Pourquoi ça fait un changement pratique? Ça fait un changement pratique parce que c'est une fois par semaine, je ne sais pas, une fois par mois, je ne sais rien, non? De temps en temps, disons, de temps en temps, la personne accepte de venir voir son analyste, son thérapeute, et ça donnait un travail d'exploration de son comportement, de ce qu'on appelle ses comportements propres, de ses répétitions. Et ça donne à ce travail-là. Ça fait partie d'une pratique. Ce n'est pas la seule pratique suffisante, mais ça fait partie de la pratique. Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on explore dans la psychanalyse ou dans la psychothérapie phénoménologique ou autre? Parce qu'on va explorer, c'est mais en quoi le patient déjà commence à fonctionner, à exister d'une autre façon. Une fois n'est pas coutume, mais je te pose une question directement. Quand même, l'objectif, c'est pas de produire un imaginaire qui soit plus désirable pour le patient que les pratiques délétères dans lesquelles il se perd. C'est quand même la finalité, c'est pas aussi de produire un imaginaire à partir de ces pratiques, un imaginaire puissant suffisamment désirable pour l'amener effectivement à des comportements, à des pratiques qui vont alimenter ça. Et disons qu'on peut dire que cet imaginaire nouveau sera plus désirable, mais c'est un raccourci faux, à mon avis. On peut dire, par exemple, que quand le toxicomane tout à coup va trouver dans d'autres pratiques quelque chose dans lequel il peut négocier une partie de sa jouissance, pour jargonner, n'est-ce pas? Négocier une partie de sa jouissance en acceptant quelque chose qui est plus du côté d'un travail, d'un désir, n'est-ce pas, va changer. Mais ce n'est pas l'imaginaire qui est désirable, c'est le désir qui construit cet imaginaire. Parce que le travail consiste à que le patient puisse négocier une partie de cette jouissance, qu'il puisse arrêter de jouir, jouissance dans le sens de ce rapport à la totalité. C'est qu'il y a longtemps, avec Eddie Charlton, on avait intitulé un de nos bouquins cette douce certitude du pire. N'est-ce pas? La jouissance va de côté de cette douce certitude du pire. Hein? Les névrotiques, ils savent tout. Les névrosés, ils savent tout. Hein? Et le travail analytique passe par cette pratique de savoir. De savoir un peu moins. Quand je sais un peu moins de mes déterminations, là, d'autres possibles apparaissent. Mais l'apparition de ces autres possibles, c'est le travail du désir même. Tu vois? C'est-à-dire qu'à aucun moment, d'un point de vue matérialiste, on peut dire qu'il y a un moment de la construction d'un imaginaire auquel on va adhérer. Ce sont à travers des micro-pratiques, non, que sont les désirs mêmes, c'est les désirs mêmes, c'est-à-dire que le bloc de jouissance d'une dépression mélancolique, d'une répétition névrotique, etc., le bloc comme ça de jouissance commence à céder quand quelque chose du côté du désir peut
pratiquer une tangente. Tu vois? Donc, ce n'est pas qu'on va opposer, et c'est là où toutes les thérapies morales, pour dire comme ça, n'est-ce pas, échouent, dans le sens auquel on va dire, mais c'est pas beaucoup mieux ça que ça, et alors, non, c'est ce qui se passe avec les toxicomanes. Tu le dis, mais tu sais que tu vas mourir, il sait mieux que toi. Tu sais qu'il sait tout, il sait tout, il sait tout. La question, c'est si quelque chose dans ces blocs de jouissance, ces blocs saturés, peut opérer une fissure. La fissure est le travail du désir. Tu comprends? C'est-à-dire que jamais on oppose un monde de désirant, un mode de fonctionnement désirable à un mode de fonctionnement pathologique. Et c'est là où Lardon et Dion, de notre point de vue, se trompent parce qu'ils tombent dans une sorte d'idéalisme dans lequel il faut que des gens en train de prendre l'apéro à la place de la République imaginent un autre monde, n'est-ce pas? Et ça, c'est même une sorte de concession au marketing, n'est-ce pas? Comme si on pourrait construire un produit. Alors, c'est là où, quand Lardon dit ce n'est pas dans la ZAD de Notre-Dame. Parce que c'est la critique que Jérôme, tu avais évoqué l'article, je crois, de Lordon. Hein, c'est la critique que Lordon fait à la ZAD en disant que la ZAD Notre-Dame-des-Landes ne peut pas produire un imaginaire désirable. Voilà, c'est une des critiques qu'il fait et pour laquelle, effectivement, il réfute la ZAD comme. Enfin, j'espère pas trop caricaturer la ZAD comme une puissance révolutionnaire en germe. Mais c'est très intéressant cette critique de Lardon parce qu'effectivement, dans cette critique, on voit bien l'opposition entre l'idéalisme et le matérialisme, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, il va dire, dans les nuits debout de la République, là, il y a une sorte de production d'un nouveau l'imaginaire. En tant que dans les jours au jour, minute à minute de la ZAD, il n'y a pas production d'un imaginaire. Et c'est vrai, c'est vrai. Et heureusement qu'à la ZAD, ils ne sont pas assis tous en rond en train d'imaginer quel monde on veut. Pourquoi? Parce qu'ils se sont adonnés à des pratiques. S'adonner à des pratiques, s'adonner à des pratiques est le pas vers cette multiplicité qui nous détotalise en tant qu'individus, n'est-ce pas? Et qui nous permet de participer à cette nouvelle figure qui pour le moment tard à apparaître. Ce n'est pas qu'avec Bastien on a oublié dans les bouquins les nouvelles figures de l'engagement de dire quelles sont ces nouvelles figures. Non, c'est-à-dire les nouvelles figures, personne ne va les écrire et décrire. En revanche, on peut penser, chercher, comprendre quels sont les points de réel autour duquel ces nouvelles figures sont convoquées et par rapport auxquelles les anciennes figures ne sont plus opérantes. Miguel? Là, tu m'avais dit que là, tu allais prendre la parole. Oui, bien sûr. Non, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut… Philippe, apparemment, tu voulais poser une question, non? Ouais, je voulais poser une question, je vous interromps en milieu. On ne t'entend pas, Philippe, il faudrait que Christian active ton micro. Attends, oui, on l'entend. Nous, on l'entend. Hein. Nous, on l'entend. Vous m'entendez? Oui, moi je t'entends, mais je ne sais pas si Miguel… Alors, je pense que c'est un problème de Miguel et Bastien, parce que moi, je t'entendais aussi, Philippe. Oui. Bon, je vous dis jusqu'à que Philippe puisse… Mettez votre son à vous. Jusqu'à… Ça y est, il peut intervenir, Philippe ou je… Oui. Ça y est, on t'entend, Philippe. Salut. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, moi, il y a quelque chose qui me préoccupe, c'est-à-dire qu'il y a une question qui me semble vraiment contemporaine aujourd'hui, c'est la problématique de la souffrance au travail et la problématique du harcèlement au travail. C'est quelque chose de très, très, très fréquent et il y a beaucoup de copains, beaucoup de personnes qui aujourd'hui souffrent au travail et sont harcelés au travail. Alors, comment ça se traduit? Ça se traduit par des formes simples, c'est-à-dire que quand la hiérarchie, quand les réformes, quand toutes les réformes qui sont en cours actuellement décident, par exemple, c'est le cas de France Télécom, c'est le cas parfois dans d'autres institutions que je ne peux pas nommer, parce que je suis tenu à un devoir de réserve.
quand ces institutions-là décident de dégraisser, comme on dit, ou décident de se réformer, ou décident de se réorganiser, eh bien, il y a des personnes qui sont mutées, il y a des personnes qui font un travail différent de celui qu'elles affectionnent, il y a des personnes qui font un travail qui ne correspond plus du tout on va dire, ce qui les constitue, à leur soubassement, à ce qu'elles ont appris à faire pendant des années. Voilà. Et donc, elles se trouvent dans des états vraiment de souffrance importante. Alors, bien sûr, c'est pas des questions de guerre ou de révolution, mais il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui font des dépressions nerveuses, qui se retrouvent en HP, en hôpital psychiatrique, voilà, dont les familles souffrent, dont les enfants souffrent. Et ça, c'est vraiment une problématique qui est très, très fréquente. Alors, par rapport à ce qui se passe, on ne sait pas trop justement comment agir. Comment agir par rapport à ces situations-là? Est-ce qu'il faut retrouver du désir en allant à la pêche, en allant faire du sport? Est-ce qu'il faut attaquer au pénal? Puisqu'aujourd'hui, le harcèlement moral, c'est un délit pénal. Mais dès que l'on commence à aller sur le terrain juridique, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est extrêmement compliqué. Il faut payer un avocat. Donc, c'est parfois des personnes qui sont en précarité financière. Donc, l'avocat, à la première consultation, il vous demande 150 €. Et puis après, donc voilà. Donc, dans ces situations-là, comment réactiver le désir? Comment agir? Comment lutter? Et ça, c'est vraiment des questions auxquelles aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Oui, absolument, Philippe. La question passe par là, passe par ce qu'on pourrait appeler une sorte de clinique sociale, pour le dire comme ça, n'est-ce pas? En enlevant tout côté médical, non? Clinique sociale dans le sens de prendre en compte la souffrance, non? Prendre en compte la souffrance. Alors, moi, je crois plusieurs choses par rapport à ce que tu dis. D'abord, les nouveaux modes de souffrance, parce que je pense qu'il y a un nouveau mode de souffrance dans le travail, comme il y a un nouveau mode de souffrance dans la famille aussi. C'est-à-dire, moi, je ne pense pas que simplement maintenant on en parle plus. Je pense qu'il y a vraiment un nouveau mode de souffrance dans la famille qui a à voir avec l'éclatement des structures classiques et ces déboussolements. Tu vois, ces déboussolements que j'ai travaillé pendant 30 années en pédopsychiatrie. Et j'ai vu la montée, par exemple, de cette promiscuité totale dans la famille qui n'est pas due à une sorte de carmondisation, mais vraiment à une sorte de... On ne sait pas quoi, on ne sait pas, c'est-à-dire le principe d'antériorité-autorité, n'est-ce pas, ce principe de hiérarchie minimale, non, éclatant et sans mettre rien à la place, n'est-ce pas, les principes aussi à l'école. Mettre l'élève au centre des dispositifs, comme si l'élève était les clients et les clients est roi. C'est pas bon. Alors, moi, je pense que ceci a à voir avec cet éclatement du dispositif de la modernité, de la bipolarité, dans lequel la déconstruction de la figure de l'homme, non, l'homme dans le sens de chacun de nous en tant qu'individu, en tant qu'une singularité, la déconstruction de cette singularité unie fait que la capture de notre force de travail s'opère d'une façon disloquée. Tu vois? C'est-à-dire que à l'époque de la modernité, on peut dire que effectivement cette unité de l'individu qui appartenait à une classe, qui luttait en tant que classe, respectait une hiérarchie dans laquelle la souffrance pouvait être terrible par l'oppression, par les conditions de travail, les conditions de vie, mais qui n'avait rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui dans cette dislocation, non? Et c'est que l'exploitation va prendre aujourd'hui comme matière à exploiter n'est plus la personne en tant qu'unité. Tu vois, il va prendre des segments de la personne tout à fait et déterritorialisés de ces situations et déterritorialisés de lui-même. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je suis convaincu d'un point de vue psychopathologique même, tu vois, et anthropologique de l'autre côté, de que ce qui est en train de subir aujourd'hui des gens qui travaillent dans des conditions que pour l'ouvrier de la révolution industrielle, c'était une sorte de paradis. Tu imagines les conditions matérielles de vie.
Eh bien, cette souffrance qui conduit au suicide, à la dépression, à la destruction, n'est-ce pas? Eh bien, tient donc à cette dislocation de la personne, de l'individu, parce que les modes d'exploitation et de domination sont des modes d'exploitation et de domination qui capturent des dimensions tout à fait déterritorialisées de chacun de nous et écrasent tout le reste, écrasent nos affinités électives. C'est un tout petit peu le travail d'Angélique Del Rey sur l'école des compétences. C'est-à-dire que on prend des compétences disloquées qui nous intéressent et on écrase toute affinité élective, toute territorialisation. Et moi, je pense que la invivialité, que nous, on ne peut pas les vivre, non? Invivable, non? Le côté invivable de la chose, parce que c'est ça dont témoignent les gens aujourd'hui dans la souffrance au travail. Ils témoignent de c'est invivable. C'est invivable. Alors, ce témoignage de qu'est-ce qui est invivable? Est invivable cette expérience dans laquelle, pendant des heures, non, qui sont entières, des heures de la révolution industrielle, mais pendant ces heures-là, il y a quand même une sorte d'oubli de soi, mais non pas un oubli dans le sens de participer à une multiplicité, non, mais dans le sens d'une inexistence pour passer à fonctionner par des modules disloqués. Ces fonctionnements-là par des modules disloqués est invivable. C'est-à-dire, c'est non viable. C'est non viable. C'est-à-dire, c'est non viable parce qu'effectivement, toute possibilité, là tu ne peux pas dire mes modules sont les modules en soi et je vais devenir les modules pour soi. Non, comme on dirait, la classe ouvrière en soi et la classe ouvrière pour soi. Je ne sais pas, les gens de ma génération et les autres les plus jeunes, peut-être par des films, ils ont vu ça. Et ces moments dans lesquels l'ouvrier exploité, tout à coup, prend conscience que ce qui lui arrive, ça arrive, n'est-ce pas? C'est parce qu'organiquement, il sait qu'il appartient à une classe qui a un projet, une classe qui l'inclut en lutte contre notre classe, un sens. Or, pour qu'il y ait un sens, ce sens-là qui est émancipateur, pour qu'il y ait un sens, il faut qu'il y ait une unité capable de donner un sens. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans la dislocation du mode de travail actuel, il n'y a pas d'unité possible pour chaque personne, et encore moins pour un collectif, comme pour donner du sens. Et c'est non-sens total, c'est une sorte de non-sens total qui produit une souffrance. C'est-à-dire que je suis en train d'expérimenter des choses dans lesquelles je n'existe pas, je ne sais pas où ça va ou par où ça ne va pas. Et en plus, maintenant, dans la rupture de la bipolarité, tant de travail, tant de repos, n'est-ce pas? On se ramène la dislocation chez soi, n'est-ce pas? Et en plus, il y a même une esthétique. Quand vous êtes 3 au bar et il y en a un pauvre con que son téléphone, son smartphone ne sonne pas en permanence et ne prend pas le smartphone l'air très sérieux parce que c'est du boulot, n'est-ce pas? Il passe pour le con parce qu'effectivement, il y a une esthétique de cette dislocation. Or, tout ça fait partie d'une dislocation non possible. Vous savez, autre bipolarité, la bipolarité public-privé. Vous voyez, c'est-à-dire cet éclatement de toute intimité dû aux nouvelles technologies, n'est-ce pas? Alors, moi, je pense, Philippe, qu'il y a quelque chose de ces côtés-là, de cet éclatement. Alors, comment on lutte contre ça? Eh bien, moi, je pense que les luttes doivent être mixtes. D'abord, il faut lutter par les méthodes classiques aussi, n'est-ce pas? Mais je crois que les méthodes classiques ont les pattes courtes et on ne peut pas compter qu'avec ça. Moi, je pense qu'il faut quand même trouver des modes de lutte, des modes de dissociation, des modes de sabotage, n'est-ce pas? Qui, effectivement, permettent que dans l'acte de sabotage, de dissociation, de contestation, cette dispersion puisse devenir une multiplicité. Je sais que dit comme ça est un peu abstrait. Ça l'est, c'est abstrait. Mais c'est par là où ça passe. C'est-à-dire comment je peux m'associer, comment je peux participer à m'associer à devenir d'émancipation, de contestation, n'est-ce pas? Et non pas comment je peux redevenir un individu qui fait de la politique dans le sens classique.
Tu vois? Alors, ces méthodes-là sont des méthodes qui s'inventent plus ou moins. Effectivement, l'année prochaine, le travail est autour des expériences de ce type-là. C'est vrai que la plupart des expériences en Amérique latine que nous connaissons sont des expériences qui correspondent, pas par hasard, à des cultures et des sociétés qui, n'ayant pas été modernes, luttent d'une autre façon, n'est-ce pas? Mais c'est ça aussi le défi. Le défi, c'est ça. Le défi, c'est comment nous pouvons lutter contre la dislocation. Je sais, Philippe, que je te réponds la moitié de la question. D'un point de vue médical, c'est la moitié, une moitié très importante. C'est le diagnostic. Tu vois? C'est le diagnostic. Juste, Philippe, mais je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit Miguel, mais effectivement, je pense que c'est une hypothèse qu'on peut faire que ces nouvelles formes de souffrance au travail, elles sont aussi la conséquence de ce que Miguel a commencé à évoquer, c'est-à-dire là, la rupture de cette bipolarité qui s'exprimait comme la dissociation travail-loisir, vie privée, vie publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une porosité totale entre effectivement la sphère des loisirs et la sphère du travail, et que le capital social, le capital de connaissances, le capital réseau que tu vas développer dans la sphère des loisirs, tu vas devoir pouvoir la mettre au profit de la sphère du travail. Et ça correspond à une tendance très forte. Et même moi, je suis incroyablement surpris par la résonance qu'a cette tendance dans le milieu des ressources humaines. C'est ce qui aujourd'hui s'appelle les soft skills, hein, en opposition aux hard skills, et qui sont en train de débarquer comme un raz-de-marée aujourd'hui dans le monde des RH. Partons du principe que les techniques changent tellement vite, que les connaissances pour maîtriser ces techniques aussi changent tellement vite. On va plutôt mobiliser les qualités sous forme de compétences purement humaines. C'est-à-dire qu'effectivement, avant, tu aliénais ta force de travail, mais il y avait quelque chose qui était inaliénable. C'était justement ces qualités, les qualités spécifiquement humaines. Et aujourd'hui, effectivement, le monde du travail tend vers une aliénation, non seulement de ta force de travail, mais aussi de ces qualités que sont la curiosité, l'empathie, la bienveillance, la capacité à t'adapter, la capacité à être mobile, ce qui crée d'ailleurs une nouvelle fracture entre les mobiles et les immobiles. Et on l'a vu là pendant l'expérience du confinement, hein, il y avait une fracture nette qui reprenait d'ailleurs la fracture des gilets jaunes entre ceux qui étaient mobiles et qui pouvaient télétravailler et les immobiles qui continuaient d'aller sur les lieux de production auxquels ils étaient de toute façon enchaînés. Et donc aujourd'hui, le problème, c'est comme tu le disais, quand ces qualités sont transformées en compétences exploitables, eh bien, on va attendre de toi que tu fonctionnes. Et quand tu dysfonctionnes, voilà, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Puisque effectivement, ça touche à des dimensions qui ne sont plus les dimensions du travail, mais qui sont les dimensions humaines. Et tu deviens un humain dysfonctionnant au travail. Avec d'ailleurs une dose de culpabilité qui est dans ces nouvelles souffrances, hein, quand on écoute les gens parler des souffrances au travail, il y a une dose de culpabilité qui est très forte, c'est-à-dire qu'en plus, il n'y a plus la protection du collectif, il n'y a plus la protection du métier, tu ne peux plus te réfugier derrière le métier. Et là, il est évident qu'avec l'explosion qu'on a du télétravail, on va vers, encore une fois, un amoindrissement de l'effet de solidarité du collectif, et que clairement, je pense que même le statut du salariat aujourd'hui est en train de prendre un sacré coup, hein. Et qu'on va sans doute vers un monde de freelance qui vont se considérer comme tous des mini-entreprises d'eux-mêmes, qui vont effectivement devoir fructifier leur capital pour pouvoir passer d'un projet à un autre, puisqu'en plus, on est maintenant sur du management par objectif, hein. On donne aux gens aux objectifs. Donc, dès lors que ton objectif il est formalisé, après tout, même le fait même d'être salarié n'a plus aucun sens, hein. Donc, les gens aujourd'hui qui revendiquent l'autonomie, l'émancipation par le télétravail, en réalité, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Mais ça, c'est peut-être encore un autre sujet. Mais voilà, pour compléter aussi le diagnostic. Dans tous les cas, ce qui est sûr est que savoir avec les nouvelles figures de cette multiplicité, que j'essaie opposée à la dispersion, non pas l'ancienne figure de l'homme, mais la figure de la multiplicité, c'est une des pratiques de cette multiplicité passe effectivement par une critique pratique du fameux colibri. C'est-à-dire, il s'agit non pas de penser, et ça je te le dis, je vous le dis, d'un point de vue philosophique et politique, mais aussi clinique, non? Penser qu'est-ce que je peux faire face à ça fait partie du problème. Vous comprenez? Je ne sais pas si tu vois, Philippe. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui est en train de souffrir au travail se pose la question, mais alors qu'est-ce que je peux faire?
il met une couche de plus au piège, tu vois, parce que c'est là où il faut accepter cette nouvelle pratique, tu vois, c'est-à-dire dépersonnaliser, hein, qui reste pour moi dans la thérapie existentielle et situationnelle, reste un objectif, la dépersonnalisation, n'est-ce pas? Alors, dans lequel, plutôt que de dire qu'est-ce que je peux faire, c'est mais qu'est-ce qu'on doit faire, tu vois, c'est-à-dire s'incorporer d'une façon ou d'une autre à cette pensée désubjectivante de où se trouvent les noyaux, où se trouvent les trucs, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est en train de structurer l'horreur? Moi, je pense que c'est ce type de pratique dans lequel, effectivement, d'un point de vue clinique, je n'ai aucun doute, et c'est comme ça que j'expérimente comment les patients peuvent changer, n'est-ce pas? Que c'est le moment dans lequel quelqu'un peut ne plus dire qu'est-ce qui m'arrive, mais ça arrive. Tu vois, ça arrive. Passer de cet subjectivisme de ça m'arrive, ça m'arrive, ça m'arrive, regardez ce qui m'arrive, ce qui m'arrive, ce qui m'arrive, pourquoi ça m'arrive, à ça arrive. Dans ces passages de m'arrive à ça arrive, il y a le premier pas vers cette désubjectivisation que tu transformes la dispersion dans laquelle on est prisonnier vers une multiplicité agissante. C'est-à-dire que tu participes de cette multiplicité qui essaye de cerner le truc. Tu vois? C'est-à-dire, cerner le truc est le pas fondamental pour savoir comment s'attaquer au truc. Non? Or, il me semble que dans la souffrance actuelle au travail, dans la famille, etc., dans les quartiers, etc., eh bien, dans cette souffrance, il faut pouvoir faire ces premiers pas de ne pas dire mais qu'est-ce que je peux faire? C'est-à-dire quelqu'un qui est harcelé, qui est disloqué, qui est en train de souffrir au boulot, la pire chose qu'il peut faire, c'est hyper individualiser, donc reconstruire la bipolarité, tu vois, il y a le boulot et moi, et dire mais qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il ne pourra rien faire, il ne pourra rien faire. Et toutes les thérapies qui essayent de soulager, de faire du baume, mettre du baume, de faire du palliatif avec la souffrance au travail, trouvent leur plafond très bas parce qu'effectivement, ça n'arrive pas à Pierre au mari. Ça n'arrive pas à Pierre au mari. Les processus de dislocation du vivant et de l'humain comme cause principale de la nouvelle type de souffrance, ça arrive. Et alors, personne peut, justement par excellence, tout seul se mettre à dire bon d'accord, je vais penser ça. Alors, ça dépend de chacun, n'est-ce pas? C'est là où il faut que cette multiplicité soit une multiplicité agencée. Mais ça ne veut pas dire forcément un collectif de personnes. La multiplicité agencée, ça peut être étudier, échanger, travailler dans la recherche, n'est-ce pas? De différents modes, n'est-ce pas? Mais le pas vers les collectifs qui s'opposent à la dispersion, le premier pas est cette désubjectivisation. Alors, par rapport à ça, effectivement, un des points qu'on voulait aborder l'année prochaine, c'est-à-dire ces nouvelles figures posent un énigme, parmi tous les énigmes que ça pose, c'est cette idée que nous avons, cette croyance que nous avons, les femmes et les hommes de la modernité, qui est la croyance de que nous, les humains, nous pensons, n'est-ce pas? Que nous pensons. Et alors on se dit, bon, mais merde, mais s'il y a des problèmes, il faut bien que les humains pensent la solution. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est très drôle parce que chaque fois qu'on essaye de sortir du centre des dispositifs l'anthropocentrisme, bloup, ça rentre de notre côté. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on dit, d'accord, mais tu es en train de penser la excentration de l'humain, mais tu la penses. Mais si tu la penses, c'est parce que tu es humain. Bloup. Alors donc, on remet l'humain idéalisé, imaginaire, au centre des dispositifs. Or, un des trucs à travailler, effectivement, que nous avons commencé à travailler et que dans tous les cas, dans la singularité des vivants, dans ce qu'on appelait le mamotreto et notre hypothèse théorique centrale, est quelque chose que peut-être certains structuralistes avaient un tout petit peu compris, commencé à voir, n'est-ce pas, comme la pensée non pas comme les fruits, les produits des cerveaux des humains,
mais la pensée comme cette dimension émergente d'un ensemble. Nous avons évoqué ça à des formes répétées, n'est-ce pas? J'ai donné des exemples de comment émergent des formes culturelles, des formes musicales, des formes artistiques qui ne sont pas explicables absolument pas par les individus qui habitent la situation, mais par les paysages, n'est-ce pas? C'est-à-dire comment un paysage produit des formes artistiques, des formes de pensée, etc. Eh bien, je pense que nous avons tout à fait intérêt à comprendre que la pensée, loin d'être le monopole de l'humain, au contraire, il faut voir quelle place très centrale occupe certainement au fondamental, occupe le cerveau humain et l'humain dans la production de cette dimension qui est un produit de l'ensemble du vivant, n'est-ce pas, et du paysage. C'est-à-dire que nous participons à la pensée. La pensée capture des humains pour exister et nous participons à la pensée, n'est-ce pas? Alors, l'ex-structuralisme, certains reconnaîtront qui a dit la phrase, mais je ne pense pas que ce soit lui l'auteur, c'est pour ça que je ne cite pas l'auteur. Christian, non, je ne pense pas, là, cette fois-ci, il sera il y a une formule structuraliste qui, à mon avis, elle est assez heureuse, qui dit « là où je pense, je ne suis pas. Et là où je suis, je ne pense pas. » Vous comprenez? C'est-à-dire que là où je pense, là où je participe à la combinatoire autonome de la pensée, je ne suis pas. Je ne suis pas là. Et là où je suis, en tant qu'existant, je ne pense pas. Vous comprenez? Moi, je pense que cette formule est assez heureuse, la formule du structuralisme est assez heureuse parce qu'effectivement, cette formule-là, c'est ce qui permet de commencer à percevoir ce rapport transductif, comme nous l'appelons, entre le vivant et la pensée. Dans ce rapport transductif, le rôle de l'espèce humaine et du cerveau humain occupe un rôle fondamental qui est absolument nécessaire pour que les dispositifs existent. Mais par contre, ce n'est pas symétrique. Ce n'est pas parce que est nécessaire pour que les dispositifs existent que les dispositifs existent que par ça. N'est-ce pas? C'est-à-dire que sans cerveau humain, pas de pensée, mais la pensée n'est pas le fruit des cerveaux humains. Aucun cerveau humain pense indépendamment du lien structuro-ontologique de cette surface à perception commune, n'est-ce pas, dans laquelle inclut l'ensemble des champs biologiques, vivants, non vivants, le paysage, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est un point important parce que un autre piège pour remettre l'humain, le sujet humain au centre des dispositifs est cette croyance de que nous sommes les producteurs de la pensée. Alors, effectivement, dans les autres ontologies, comme on dirait Scola, dans l'animisme, dans l'analogisme, dans le naturalisme, ce sont des cultures, des dispositifs, je ne sais pas comment appeler ça. Ce sont des ontologies, des dispositifs dans lesquels c'est étonnant, hein, parce que quand nous parlons, par exemple, avec, bon, moi, ce que je connais le plus, ce sont des gens des nations indiennes de l'Amérique, hein, mais je suis sûr que dans d'autres lieux du monde où il y a des sociétés qui n'ont pas entré dans la modernité, il doit y avoir des formes de ceci, c'est que quand on discute avec quelqu'un qui vit dans une société, dans un dispositif qui n'a pas été moderne, eh bien, c'est évident pour eux que la pensée n'est pas le produit des hommes. Il y a eu en Occident quand même beaucoup de gens, beaucoup de philosophes qui ont effectivement développé cette hypothèse. Hein. Mais c'est drôle parce que Hegel, à un moment donné, il raconte qu'il a demandé à son cocher qu'est-ce qu'était une pensée. Et alors le cocher répond, c'est ce qui nous rentre dans la tête. C'est ce qui nous rentre dans la tête. C'est-à-dire que les cochers étaient structuralistes. Les cochers d'Hegel étaient, contrairement à Hegel, structuralistes. C'est-à-dire c'est ce qui nous rentre dans la tête. C'est par quoi nous sommes traversés et à quoi nous sommes tenus, dans le meilleur des cas, de travailler à la chaîne. N'est-ce pas? Alors, ça, c'est un point. L'autre point que nous allons développer après pour voir si on avait dit de laisser un temps pour voir les propositions, etc.,
c'est que quand nous disons contre-pouvoir, nous partons, mais on va revenir bien entendu à la rentrée, puisque c'est le sujet, mais nous pouvons dire que le contre-pouvoir est une hypothèse qui, de notre point de vue, a toute une histoire, toute une historique, mais qu'en Amérique latine, concrètement, va émerger comme ces pratiques dans lesquelles tout à coup on s'adonne à des expériences, des changements de la société et du monde, ne visant plus le pouvoir. Mais bien entendu, c'est loin d'être monopole de l'Amérique latine. Les différents mouvements femmes, les différents mouvements LGTB, les différents mouvements antiracistes, des droits civiques, etc., ils sont pratiqués de cette façon-là, leurs luttes, et sont les seules luttes qui ont changé le monde, n'est-ce pas? Sont les seules luttes qui n'ont pas déjà produit le contraire de ce qu'ils voulaient, comme toutes les luttes qui visaient le pouvoir, n'est-ce pas? Mais qu'ils ont changé le monde. Alors, les contre-pouvoirs, effectivement, ont toujours été des pratiques. Et nous avons vu dans les non-global comment tous les gens comme Ignacio Ramonet, Bernard, comment s'appelait, Cassen, ou des gens des groupes de trotskistes, etc., dans tous les mouvements du non-global, qui avaient connu son départ très fort en Amérique latine, non, avec les grandes rencontres du Brésil, de Porto Alegre, mais surtout avec toutes les expériences de contre-pouvoir qui avaient de Rio Grande jusqu'à Ushuaia, n'est-ce pas? Comme dans le non-global, il y a eu une grande bagarre parce que tous ces mouvements sociaux apparaissaient du point de vue des avant-gardistes, des militants classiques, apparaissaient comme les soubassements à partir duquel devait émerger une hypothèse de pouvoir et une prise de pouvoir. Et c'est ce qui a écrasé le mouvement non-global, non? C'est-à-dire ce qui a sabordé, qui a écrasé le mouvement non-global. Alors donc, à un moment donné, nous sommes dit, visiblement, l'hypothèse de la prise de pouvoir pour changer les choses, c'est une hypothèse pas seulement écoulée, mais c'est carrément un piège. Et notre travail actuellement qui commence en Amérique du Sud, c'est justement un travail pour essayer, avec les groupes qui ont développé historiquement et qui continuent à développer des pratiques de contre-pouvoir, d'essayer de comprendre comment cette hypothèse de contre-pouvoir pourrait connaître une deuxième étape dans laquelle elle n'est plus piégée dans l'idée c'est du social et après on passe au politique, comme disait Ben Saïd, non? Le trotskiste Ben Saïd disait, Daniel disait, on passe du social au politique. Non, au contraire, ce que nous essayons de voir, c'est comment cette deuxième époque du contre-pouvoir peut être une époque dans laquelle vraiment entre les expériences multiples et contradictoires des contre-pouvoirs et les pouvoirs, il n'y a aucun type de passage souhaitable, n'est-ce pas? C'est-à-dire que effectivement, comment les contre-pouvoirs changent la réalité, bien que la nature même du pouvoir soit celle d'être ce qu'elle est. Et pour dire ce qu'elle est, eh bien, pour le dire avec une image, on peut dire que nous devrions arrêter de nous indigner par rapport à ce qui fait le pouvoir. Vous comprenez? Quand les gauchistes, les anarchistes, les libertaires, ou je sais rien, les gens bien, disons, se réunissent, il y a tout un moment dans lequel on dit dans tel endroit on torture, dans un autre endroit ils ont enlevé les droits de rêve, dans l'autre endroit, vous voyez, on parle des horreurs du pouvoir, n'est-ce pas? Alors moi je pense que c'est très bien de connaître les horreurs du pouvoir. En revanche, je pense qu'il n'y a plus lieu à s'indigner du tout, du tout. Je pense qu'une pensée, une pratique radicale du contre-pouvoir est celle qui considère qu'il n'y a rien qui puisse nous indigner du pouvoir parce que dans la nature du pouvoir est de faire absolument tout ça et beaucoup plus, n'est-ce pas? Alors effectivement, la question c'est comment des pratiques de contre-pouvoir forcent le pouvoir à accepter certains changements, à ne pas nous écraser, vous voyez, parce qu'on a beau dire que les gens qui prenaient l'apéritif à la place de la République n'ont pas été réprimés. Ils ont été réprimés, ça pourrait être considéré comme un symptôme inquiétant parce que ça veut dire que les pouvoirs s'en foutaient, quoi. En revanche, si on passe à une autre place, un peu plus loin, la place Tiananmen, on voit comment, quand les gens se réunissent, ils parlent pacifiquement, ils commencent à mettre en cause,
Et vous vous rappelez les Dasibao, non? C'est-à-dire qu'on collait au mur, dans lesquels toute une partie mais massive de la société chinoise essayait de repenser les mondes, de repenser la société chinoise. Eh bien, quand vraiment vous commencez à toucher de très loin le pouvoir, eh bien, les tanks vous écrasent. Alors donc, la question des contre-pouvoirs, c'est effectivement la question de comment ne pas être dans les désirs impuissants et tristes d'avoir le pouvoir à la place du pouvoir, n'est-ce pas? Parce qu'avoir le pouvoir implique se transformer dans l'autre, n'est-ce pas? Mais comment à la fois les contre-pouvoirs peuvent ne pas être des pratiques impuissantes, soit colibri, soit des dialogues, ou soit dans la fameuse hypothèse de la tache d'huile, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans cette pensée objective de la machine de guerre. Mais comment la machine de guerre, tout en étant une machine de guerre, ne doit pas avoir comme objectif de passer le périmètre de la conflictualité et de l'affrontement du contre-pouvoir. Mais bon, ça, c'est un tout petit peu les sujets qu'on compte développer. Là, on aimerait voir si est-ce que vous souhaitez proposer des choses, demander des choses par rapport au travail de l'année prochaine. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on vous fera parvenir les dates des premiers séminaires début septembre, fin août, début septembre, en vous disant aussi si est-ce qu'il est possible de les faire dans un local, etc. D'ici là, ceux qui souhaitent rester en contact avec les collectifs, au savoir un peu comment commencent à se développer ces pratiques dont je vous parlais, soit en France, soit en Amérique du Sud, voilà, au contraire, on vous invite à rester en contact avec nous, à nous proposer des choses, voilà, gardez les contacts. Sinon, effectivement, vous saurez sur le sujet séminaire fin août, début septembre. Mais là, maintenant, si on peut profiter de ces dernières, comme ça, moments qui nous restent avant la fin des séminaires d'aujourd'hui pour voir si vous voulez participer les uns ou les autres. Vous posez des questions. Vous m'entendez? Oui, Oui, on t'entend très bien. Ah, ok, super. je suis pas sûr qu'il t'entende parce qu'avant il. Ça y est, ça y est, ça y est. Ah, voilà. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous me voyez, moi, je ne me vois pas, mais Oui, ok, super. Alors, moi, c'est une demande. Alors, en fait, donc, je m'appelle Renaud Vidal. J'ai commencé 2 projets de recherche où j'essaye de mobiliser ce que j'ai compris, depuis que je suis les séminaires là. Donc je ne vais pas passer trop de temps à les expliquer, mais c'est un premier projet avec un service obstétrique dans un hôpital pour essayer de comprendre le vécu négatif des femmes qui accouchent. Et puis le deuxième projet de recherche que j'ai démarré, c'est avec une permanence d'accès aux soins de santé qui accueille principalement les migrants. Et donc, j'avais vu dans un ancien séminaire, alors je ne sais pas si ça s'est fait ou si ça continue à se faire, mais qu'entre deux séminaires là, comme celui de ce soir, y avait éventuellement des rencontres pour partager un peu ce qu'on nous pratique, ce qu'on essaye de faire, d'aller peut-être plus loin, d'échanger sur les idées, les concepts, etc. Donc, moi, ma demande, c'est savoir si ça continue à se faire ou s'il y a des gens qui seraient intéressés pour que, entre 2 séminaires, on puisse se retrouver pour échanger sur nos pratiques et en ce qui me concerne, moi, apporter le travail que je fais dans ces 2 projets de recherche. Alors, les 2 projets de recherche me semblent très, très intéressants. Ça serait intéressant de pouvoir accompagner ça. Alors, par rapport au groupe intermédiaire, juste avant la pandémie, il commençait à se développer des expériences, même Christian avec un groupe travaillait sur le sujet d'écologie, avec un autre groupe psy, donc c'est commencé à se développer cette pratique comme ça très positive, c'est-à-dire des groupes thématiques qui développaient des trucs
et qu'après devait être versé au séminaire pour penser ensemble à partir de ces expériences-là. La pandémie a absolument écrasé ça et ça me semble une très bonne idée, ce que tu dis Renaud, à partir de ces deux projets-là de recherche, sans attendre peut-être septembre, tu vois, de voir ce que je te propose comme mode de procéder, c'est si tu peux faire par exemple 2 présentations, pas très exhaustives, tu vois, mais 2 présentations de tes axes de recherche pour voir, nous on fait parvenir à tout le contact du collectif et du séminaire et pour voir qui veut participer avec toi dans ces travaux-là, échanger avec toi sur ce sujet-là ou avec leur propre expérience qui a des trucs parallèles, tu vois. Et après, l'idéal, ça serait à certains moments, que c'était ce qu'on avait dit, à certains moments du séminaire, que ces groupes-là interviennent en racontant, en expliquant leur expérience pour voir quels échos on trouvait et pour voir comment quelques instruments qu'on essaie de développer dans les séminaires peuvent servir ou pas. Tu vois, parce que justement, l'objectif de que des pratiques comme la tienne, non, et des recherches comme la tienne, soient en contact direct avec les séminaires, c'est aussi de mettre à l'épreuve, tu vois, des hypothèses, des concepts, de dire, dans ma pratique, je ne vois pas du tout ça, tu vois. Alors, si tu es d'accord, moi, ce que je te demanderais, c'est que tu nous passes 2 petites tu vois, présentations de la recherche et nous, on les fait parvenir à tout le monde. Dans les réunions de collectif aussi, nous-mêmes, nous voyons comment on peut dynamiser ça et participer. Ça te va comme ça? Oui, ça me va très bien. Merci beaucoup. Non, on ne t'entend pas là. Vas-y. Non, je disais que ça m'allait très bien, que j'allais revoyer ça et j'espère qu'on va pouvoir monter un petit groupe pour réfléchir régulièrement à tout ça et faire des retours lors des séminaires éventuellement. Oui, oui. Parfait. Merci. Merci. Et il y avait quelqu'un d'autre? Non. Bon, ben écoutez, alors, il ne reste plus qu'à vous dire les meilleurs étés possibles. Et voilà, c'est-à-dire, une fois encore, tout ce que vous voulez nous faire parvenir comme proposition, comme réflexion, comme question, peu importe, tous celles et ceux qui souhaitent rester en contact avec les collectifs, d'ici au prochain séminaire, vous êtes là très, très, très bienvenus. Et voilà, sinon, vous allez recevoir par mail la date et j'espère le lieu du premier séminaire de septembre. Alors voilà, merci beaucoup à Christian qui encore cette année nous a accompagnés et a mis comme ça à notre disposition tout son très grand savoir technique et sa technique. Et bon, mais voilà, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.